Alors qu'ils recherchaient la tombe perdue de Cléopâtre, des archéologues ont fait une découverte qui semblait presque irréelle. À environ 13 mètres sous terre, sous un temple égyptien en ruine, apparaissait un tunnel parfaitement droit, creusé dans le grès massif. Long de plus de 1300 mètres, il présente une précision telle que les spécialistes l'ont décrit comme un véritable miracle géométrique. Le tunnel se situe sous l'ancienne cité de Taposiris Mania, à l'ouest d'Alexandrie, près de la côte méditerranéenne de l'Égypte. L'équipe qui l'a découvert a méthodiquement retiré des couches de pierre et de débris avant d'atteindre ce passage d'environ 2 mètres de hauteur, taillé proprement dans la roche. Aucune trace d'effondrement ni de courbe irrégulière, seulement une précision remarquable. Si vous avez déjà essayé de percer un trou parfaitement droit dans un mur et échoué en quelques secondes, imaginez accomplir cela sous terre sur près d'1 kilomètre. Les anciens bâtisseurs ne disposaient ni de GPS, ni de laser, ni d'outils modernes de mesure. Pourtant, le tunnel demeure étonnamment nivelé sur toute sa longueur. Cela montre qu'ils maîtrisaient pente, angle et distance bien au-delà d'une simple construction empirique. Aujourd'hui encore, les ingénieurs s'appuient sur des machines pour atteindre une telle précision sous terre. Les anciens comptaient sur le savoir, la répétition et la patience. Certaines sections du tunnel sont aujourd'hui sous l'eau ou effondrées, probablement après plusieurs séismes survenus dans la région il y a des siècles. Selon certains experts, il aurait autrefois relié le temple à des sources d'eau ou à des zones rituelles plus proches de la mer. Les archéologues ont aussi remarqué que ce tunnel égyptien reproduisait exactement celui d'Eupalinos en Grèce, considéré comme l'un des grands exploits d'ingénierie de l'Antiquité, ce qui rend la découverte encore plus remarquable. Dans la Grèce antique, des passages souterrains reliaient les temples à des sources sacrées. Les déplacements dans l'espace, sous terre comme à la surface, suivaient parfois des parcours symboliques destinés à rejouer les mythes et les voyages des dieux. Un tel tunnel pouvait représenter un chemin vers l'au-delà, la renaissance ou une transition divine. Il est peu probable qu'un ouvrage aussi exigeant ait été construit pour un simple décor. Lors de fouilles antérieures, les archéologues ont d'ailleurs découvert de nombreux artefacts, des pièces portant les noms et visages de Cléopâtre VII et d'Alexandre le Grand, des figurines, des statues de divinités, une momie à la langue faite d'or, ainsi qu'un vaste cimetière rempli de momies de style gréco-romain. Ce tunnel d'une géométrie parfaite n'est pas un exploit isolé. Non loin de là, des archéologues sous-marins au large d'Alexandrie ont mis au jour une découverte digne d'un récit de croisière royale. Un bateau de plaisance vieux de 2000 ans qui naviguait autrefois sur le Nil. Il ne s'agissait pas d'un simple bateau de pêche ni d'une barge de transport. L'embarcation atteignait probablement plus de 35 mètres de long pour environ 7 mètres de large, avec une cabine décorée et près d'une vingtaine de rameurs, transformant le fleuve en véritable palais mobile. Il ne s'agit pas d'une hypothèse sortie de nulle part. Un géographe grec de l'Antiquité, Strabon, évoquait déjà ce type de navire vers le 1er siècle avant notre ère. Il décrivait des embarcations somptueuses utilisées par la royauté lors de fêtes et de cérémonies à Alexandrie. Pendant longtemps, les historiens ont cru à une exagération littéraire. Puis, l'épave est apparue et Strabon a soudain semblé moins un conteur qu'un témoin. L'art antique confirme aussi ces descriptions. La mosaïque de Palestrina, en Italie, montre des bateaux richement ornés descendant le Nil. Leur apparence correspond presque parfaitement aux textes et aux preuves archéologiques. À l'intérieur de l'épave, les archéologues ont découvert un détail minuscule mais profondément humain. Des graffitis grecs gravés dans le bois, simples mots laissés par quelqu'un qui se tenait sur ce pont il y a 2000 ans. Les chercheurs n'ont pas encore entièrement déchiffré l'inscription, mais sa présence seule est révélatrice.
Elle montre que ce navire n'était pas seulement un symbole flottant de puissance, des personnes y vivaient réellement. On pourrait le comparer à un yacht moderne luxueux, tandis que le Nil fonctionnait comme une vaste autoroute fluviale. De nombreux navires transportant des passagers circulaient alors, visitant des proches, acheminant des marchandises pour le commerce, menant des affaires ou partant simplement en croisière. L'emplacement de l'épave rend l'histoire encore plus remarquable. Le bateau reposait près du temple d'Isis sur Antirodos, une île qui abritait autrefois des bâtiments royaux et religieux avant que des séismes et la montée des eaux ne la fassent disparaître. Le temple s'est effondré vers l'an 50 de notre ère, et les chercheurs pensent que le navire a peut-être sombré lors de cette même catastrophe. Une autre découverte récente liée à la vie le long du Nil concerne la partie inférieure d'un immense complexe cultuel situé à environ 16 km au sud-ouest du Caire. Elle est directement reliée à un temple supérieur consacré à Ré, le dieu solaire égyptien. La section récemment mise au jour correspond à un temple de la vallée vieux d'environ 4500 ans. Le sanctuaire supérieur se dresse sur un terrain plus élevé et avait déjà été fouillé il y a des années. Le temple de la vallée, plus proche du Nil, lui est relié par une chaussée. Un égyptologue allemand, Ludwig Borchardt, avait commencé à explorer une partie du site en 1901, mais la nappe phréatique était alors trop élevée et les travaux durent être interrompus. Aujourd'hui, le niveau de l'eau ayant baissé, une équipe moderne a pu fouiller près de la moitié du temple depuis 2024. Une fois sur place, les archéologues ont mis au jour les restes d'un portique d'entrée à colonnes. Ils ont ensuite découvert des blocs sculptés portant un calendrier d'événements religieux, presque comparable à un programme public antique. Les inscriptions mentionnent notamment des fêtes dédiées à Sokaris, divinité à tête de faucon associée à Memphis, capitale majeure de l'Ancien Empire, ainsi que la fête de Min, dieu de la fertilité, et même la procession de Ré. Tous ces blocs ont été trouvés autour du portique d'entrée, ce qui suggère fortement que la façade extérieure du temple exposait ce long calendrier de célébration. Pour cette raison, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens exemples connus d'un véritable calendrier public, une liste d'événements destinée à toute une communauté et intégrée à l'architecture. En outre, l'équipe a découvert des dizaines de blocs décorés portant des inscriptions mentionnant le pharaon Niuserre, qui régna vers 2400 de 2389 avant notre ère et fit construire ce temple. Ce sanctuaire montre aussi comment les déplacements s'organisaient dans l'Égypte antique. Le temple supérieur accueillait le culte principal, tandis que le temple de la vallée rendait l'ensemble accessible. Il servait probablement de zone d'arrivée pour les embarcations venant soit directement du Nil, soit plus vraisemblablement d'un de ses bras secondaires. Plutôt que de traverser le désert à pied, les visiteurs pouvaient donc arriver par voie d'eau, débarquer au quai du temple, pénétrer dans le temple de la vallée, puis remonter la chaussée vers le sanctuaire élevé sur la colline. Après environ un siècle d'utilisation, les chercheurs ont découvert que ce temple inférieur avait été transformé en zone d'habitation. L'élément le plus intéressant de cette période est la découverte de 2 pièces en bois servant. Des scientifiques ont mis au jour une pyramide inconnue, enfouie sous les sables de Judée. Après quelques fouilles, ils ont découvert qu'elle renfermait des trésors demeurés intacts pendant près de 2 millénaires, ainsi que des secrets historiques auxquels nous n'avons accès que maintenant. Sur le site de la forteresse de Zoar, située à 800 mètres au-dessus de la mer Morte, des archéologues recherchèrent des manuscrits susceptibles d'apporter de nouvelles informations sur l'histoire du lieu. Ces fouilles s'inscrivaient dans une vaste campagne de longue date, visant à protéger les sites contre le pillage et les excavations illégales. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir, c'était une structure en forme de pyramide, érigée au sommet d'une colline et composée de pierres taillées à la main, chacune pesant plusieurs centaines de kilos. D'abord persuadés d'être face à une tombe, les experts remarquèrent vite la forme des murs d'origine et comprirent que le monticule était une construction. Ils constatèrent aussi que quelqu'un avait creusé au sommet,
probablement des pillards, ayant repéré des richesses enfouies. Par chance, la majeure partie de la structure demeurait enfouie sous le sable, dissimulant ainsi les découvertes les plus précieuses. Au cours de la première semaine de fouilles, les bénévoles mirent au jour des fragments de papyrus, des vases en bronze et même des meubles anciens, tous remarquablement bien conservés. Le climat désertique s'était révélé un allié précieux pour la préservation de ces artefacts au fil des millénaires. Grâce à un air extrêmement sec, la formation de moisissures était empêchée, ce qui protégeait les matériaux organiques, comme le bois et les fibres, contre les fissures et la déformation. Les premières hypothèses supposaient que la pyramide avait été érigée durant la période du premier temple. Toutefois, de récentes découvertes ont révélé qu'elle était plus récente et daterait de l'époque hellénistique. Puisque la structure remonte à environ 2200 ans, les chercheurs estiment qu'elle aurait été construite peu après la mort d'Alexandre le Grand, célèbre roi de Macédoine. À cette époque, ces généraux se partagèrent l'ancien empire séleucide. Ptolémée prit le contrôle de l'Égypte et des territoires voisins, y compris la région de la mer Morte, tandis que Séleucos s'empara du nord, qui correspond aujourd'hui à une partie du Moyen-Orient. On ignore encore si la pyramide fut érigée sous l'autorité des Ptolémées ou des Séleucides, car des monnaies des deux royaumes ont été découvertes sur le site. Toutefois, la majorité des spécialistes penchent pour une construction réalisée à l'époque où la région se trouvait sous domination ptolémaïque. Des indices laissent également penser que l'édifice, malgré sa remarquable solidité, s'est effondré à un moment donné. Cependant, ce n'est pas la cause de son abandon par les anciens Égyptiens, ce qui soulève une question essentielle. Quelle était sa véritable fonction ? Certains avancent l'hypothèse d'un tombeau, en raison de son emplacement privilégié au sommet d'une colline. D'autres supposent qu'il aurait pu servir de monument commémoratif. Néanmoins, l'une des théories les plus convaincantes soutient que la pyramide fut utilisée comme tour de guet, protégeant une importante route commerciale empruntée pour transporter le sel et le bitume de la mer Morte vers les ports côtiers. Les chercheurs estiment aussi qu'elle aurait pu servir de point de collecte des taxes pour les fonctionnaires du royaume lagide, comparable à nos péages modernes ou aux actuelles agences d'inspection portuaire. Bien que le contenu des papyrus reste inconnu, il semble très probable qu'ils aient été rédigés en alphabet grec. Certains experts avancent même qu'il pourrait s'agir de documents fiscaux, ce qui correspondrait parfaitement à l'hypothèse selon laquelle la pyramide servait d'avant-poste. L'équipe qualifie cette énigme de fascinant mystère historique que les fouilles contribuent peu à peu à élucider. Cependant, cette découverte n'est qu'une infime pièce d'un vaste puzzle archéologique. Les recherches s'inscrivent dans un projet de grande ampleur mené depuis de longues années. Rien que durant les 8 dernières, les équipes ont exploré près de 180 km de falaises désertiques et identifié environ 900 grottes dans ce périmètre. Grâce à l'usage de la descente en rappel, d'équipements perfectionnés et de méthodes de documentation avancées, les archéologues ont mis au jour des milliers d'objets rares. Rouleaux cachés, outils d'ébénisterie, tapis, pièces de cuir, ainsi que divers trésors d'une valeur historique inestimable. Pour eux, le désert de Judée s'apparente à un coffre-fort ancestral, encore scellé, qui ne demande qu'à livrer ses secrets. Quelques années avant la découverte de la mystérieuse pyramide, une grotte avait été mise au jour. Elle avait servi de refuge à des rebelles hébreux près de 1900 ans auparavant. Située à environ 80 mètres, sous le sommet d'une falaise et difficile d'accès, le site n'avait jamais été exploré jusque-là. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des fragments inédits des célèbres manuscrits de la mer Morte, contenant des passages religieux rédigés en grec. Grâce à l'excellent état des papyrus, 11 lignes de texte purent être reconstituées, permettant ainsi aux scientifiques d'en analyser et d'en identifier précisément l'étymologie. L'aspect le plus remarquable demeure l'état de conservation exceptionnel des découvertes. Grâce aux conditions arides et à la chaleur constante du désert, ces artefacts sont restés intacts pendant des millénaires. Les fouilles ont également révélé d'autres trésors insoupçonnés, des pièces rares, un squelette partiellement momifié vieux de plus de 6000 ans, dont subsistaient encore peau, tendons et mèches de cheveux. Parmi les trouvailles figure aussi un large panier tressé en fibres végétales, considéré comme le plus ancien au monde, âgé de plus de 10 000 ans, capable de contenir près de 100 litres et fabriqué environ un millénaire avant l'invention de la poterie. Parmi ces trésors historiques, un autre a particulièrement retenu l'attention de la communauté scientifique, un petit fragment de tissu âgé d'environ 3800 ans. Mais il ne s'agit pas d'un simple morceau de textile. Teint avec la rare couleur écarlate, citée à de nombreuses reprises dans les anciens textes religieux, cette pièce constitue la plus ancienne preuve connue de tissu coloré à partir d'insectes appelés
cochenille, responsable de cette teinte rouge intense. Ce pigment était très prisé, au même titre que le bleu royal ou la pourpre, car les insectes vivaient dans les chênes et ne pouvaient être récoltés que durant une brève période de l'année. Ces teintures étaient donc réservées aux tissus sacrés, tels que les vêtements des prêtres, signalant statut et importance religieuse. Bien que ce fragment soit d'une grande valeur archéologique, sa taille reste minuscule, moins de 2 ou 3 cm. Le fragment fut découvert en 2016 lors de fouilles dans la dite « grotte des crânes ». On ignore comment ce tissu y est parvenu. Selon les experts, il démontre que l'on savait déjà teindre les fibres de laine il y a environ 3800 ans. Il apporte également la preuve que l'industrie textile antique employait déjà des animaux, à peu près au moment où les hommes commençaient à produire des sources écrites. Les tissus colorés avec ce type de teinture apparaîtront plus tard, mais ce fragment reste bien plus ancien que tout autre exemplaire connu, ce qui le rend tout à fait exceptionnel. Une autre découverte marquante remonte à 1980, lorsqu'une graine vieille de plus de 1000 ans fut retrouvée et a donné naissance à un arbre mystérieux surnommé Sheba. Les scientifiques ont consacré 14 années à sa culture, et l'arbre atteint aujourd'hui environ 3 mètres de haut. Ils ont ensuite émis l'hypothèse qu'il pourrait appartenir à une lignée éteinte ayant jadis prospéré dans la région. La graine remonte à une période comprise entre 993 et 1202 de notre ère, et l'on estime que Sheba pourrait être un arbre biblique traditionnellement associé à la guérison. Bien que l'espèce exacte n'ait pu être déterminée, puisque l'arbre n'a pas encore fleuri, il appartient au genre Commiphora, apparenté à des plantes africaines renommées, comme l'arbre amir. Mais le temps a révélé une particularité encore plus remarquable. Ses feuilles et résines contiennent des composés aux propriétés médicinales, antioxydantes et apaisantes pour la peau. L'arbre pourrait donc représenter une lignée oubliée, dont la résine, mentionnée dans des textes anciens, possédait une valeur thérapeutique. Cela illustre la manière dont les anciens pratiquaient la médecine botanique. Il y a 40 000 ans, quelqu'un a gravé quelques lignes et points minuscules sur un morceau d'os. Et cette petite marque pourrait être le plus ancien disque dur jamais créé par l'humanité. Les scientifiques pensent aujourd'hui que ces hommes de l'ère glaciaire ne gribouillaient pas au hasard, mais enregistraient de véritables informations. Des données structurées, organisées, reproductibles. Et cette découverte bouleverse complètement la chronologie de l'intelligence humaine. Pendant des décennies, les archéologues n'ont cessé de trouver d'étranges symboles gravés sur des outils et des sculptures de l'âge de pierre. Des formes simples, croix, points, traits courts et petites encoches taillées dans l'os ou l'ivoire. On les retrouvait dans des grottes à travers toute l'Europe, en Allemagne, en France et en Espagne. Ils apparaissaient sur des figurines animales sculptées, des outils et des ornements. Les archéologues les ont datés d'environ 34 000 à 45 000 ans, ce qui signifie que ces symboles ont été créés pendant l'ère glaciaire, quand les glaciers recouvraient d'immenses portions de la planète et que les mammouths parcouraient encore les plaines. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces signes ne signifiaient rien de particulier. Peut-être des décorations, peut-être de l'art tribal. Mais une nouvelle étude informatique, menée par un linguiste et un archéologue, a montré qu'il s'agissait davantage de données que de décorations. L'équipe a analysé plus de 3000 symboles individuels gravés sur environ 260 artefacts. Ils ont étudié chaque marque et les ont intégrés à des modèles statistiques, le même type de mathématiques utilisé pour étudier les structures linguistiques ou entraîner l'intelligence artificielle. L'objectif n'était pas encore de traduire ces signes. Personne ne sait exactement ce qu'ils signifient. Les scientifiques ont plutôt examiné ce qu'on appelle la densité d'informations, c'est-à-dire la quantité de données significatives qu'on peut stocker dans une séquence de symboles. Quand les chercheurs ont analysé les résultats, ils ont constaté que les séquences de symboles avaient presque la même densité d'informations que le proto-cunéiforme. C'est le plus ancien système d'écriture connu, originaire de Mésopotamie antique vers 3000 avant notre ère, soit environ 40 000 ans plus tard. Certains signes de ces gravures glaciaires se répètent de manière prévisible. Croix, 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 trait, trait, point. Cette répétition ressemble à un encodage primitif de données, où les motifs se répètent parce qu'ils stockent des informations structurées. Les chercheurs ont aussi analysé l'entropie des messages codés. L'entropie mesure le degré d'imprévisibilité d'une séquence. Une entropie élevée signifie de nombreuses combinaisons possibles, comme un mot de passe complexe. Une entropie faible signifie une répétition prévisible.
Et il semble que les systèmes de symboles de l'ère glaciaire aient des niveaux d'entropie très proches des premières tablettes proto-cunéiformes. La quantité d'informations que ces gravures pouvaient stocker correspond donc à peu près aux premiers documents écrits des premières cités. Cela prouve que les humains n'ont pas inventé l'écriture de nulle part il y a 5000 ans. Ils ont en réalité passé des dizaines de milliers d'années à expérimenter des systèmes d'encodage symbolique, augmentant progressivement leur complexité jusqu'à l'invention de la véritable écriture. L'un des exemples les plus fascinants d'un tel message codé provient d'une grotte du sud-ouest de l'Allemagne. Les archéologues y ont découvert une petite figurine de mammouth sculptée dans de l'ivoire de défense, assez petite pour tenir dans la paume de la main. Une rangée nette de croix et de points gravés court le long de sa surface. Un autre objet, appelé l'adorant, est une fine plaquette d'ivoire trouvée dans une autre grotte allemande, ornée d'une étrange créature mythique mi-humaine, mi-lion. La figure s'étire vers le haut, comme si elle vénérait quelque chose. Et sur son corps, quelqu'un a gravé des rangées de petits points et d'encoches soigneusement espacées. Il y a aussi la célèbre sculpture de l'homme-lion. En observant le bras de près, on distingue des entailles régulièrement espacées le long du membre. Ces marques semblent intentionnelles, délibérées, presque rythmiques. Elles ressemblent moins à de la décoration qu'à des entrées dans un registre, ce qui fait de ces artefacts une sorte de clé USB en ivoire. Et puisque ces anciennes clés USB apparaissent dans différentes régions d'Allemagne et ailleurs en Europe, cela pourrait signifier que les humains de l'ère glaciaire partageaient ces messages symboliques sur d'immenses distances. Ces chasseurs-cueilleurs vivant à des milliers de kilomètres les uns des autres reconnaissaient probablement les mêmes motifs gravés sur des outils en os. Bien sûr, les scientifiques ignorent encore la signification exacte de ces symboles. Ils pourraient représenter des calendriers saisonniers, des cycles migratoires, des marqueurs de clans ou des concepts liés à des rituels. La découverte la plus importante pour l'instant n'est donc pas la traduction, mais la structure de ces signes qui fonctionnent comme un système. Ce système de codage n'est pas la seule preuve que des esprits anciens ont inventé des systèmes complexes bien avant l'arrivée des technologies modernes. Il existe une épaisse dalle ovale de calcaire dans un musée aux Pays-Bas. Des archéologues l'ont exhumée à la fin des années 1800 et ont supposé qu'il s'agissait d'un plateau de jeu romain. Le problème, c'est que personne n'arrivait à en comprendre les règles. Les lignes gravées ne correspondaient à aucun jeu antique connu. Ce n'est qu'en 2026 que des chercheurs ont enfin résolu le mystère grâce à l'intelligence artificielle. En observant la pierre de près, on remarque que certaines rainures sont légèrement plus profondes que d'autres. Cela signifie que des joueurs ont fait glisser des pièces le long de ces lignes à répétition, usant la pierre au fil du temps. Des experts en conservation ont réalisé des scans 3D extrêmement détaillés de la surface du calcaire pour analyser ces traces d'usure. Ces scans révèlent des différences de profondeur plus fines qu'un cheveu humain. Chaque petite rainure est devenue un indice sur la façon dont les joueurs déplaçaient autrefois leurs pièces. L'équipe a ensuite fait appel à un système spécial de simulation de jeu par intelligence artificielle, conçu pour comprendre les jeux de plateau. Ils ont alimenté le système avec les règles d'environ 100 jeux historiques et lui ont demandé de tester des possibilités sur une copie numérique du plateau romain. L'IA a joué des milliers de parties simulées contre elle-même, essayant à chaque fois différentes combinaisons de règles. Pour chaque ensemble de règles, elle suivait les déplacements des pièces et comparait ses trajectoires aux traces d'usure sur la vraie pierre. Elle a répété ce processus environ 1000 fois par ensemble de règles, jusqu'à ce que certains motifs finissent par correspondre parfaitement. Le système a réduit toutes les possibilités à un petit groupe de jeux de blocage apparentés. Dans ce type de jeu de stratégie, 2 joueurs déplacent des pièces le long de parcours fixes, en essayant de piéger les pièces adverses dans des coins ou des impasses. Si vous avez déjà joué au morpion ou aux dames, vous comprenez le principe. Contrôlez l'espace, anticipez le prochain coup de l'adversaire et refermez le piège. Les simulations montrent que les Romains jouaient très probablement avec de petits jetons en verre, en os ou en céramique, glissant le long de ces rainures gravées. Et cette découverte est plus importante qu'on ne le pense. Les historiens croyaient que les jeux de blocage étaient apparus au début du Moyen-Âge européen, des siècles après la chute de l'Empire romain. Mais ce plateau de calcaire leur a montré que de tels jeux existaient près de 1000 ans plus tôt. Les joueurs romains disposaient donc de jeux de stratégie qui les aidaient à développer l'anticipation, la reconnaissance de schémas et la réflexion sur différentes combinaisons et possibilités. Voyageons maintenant encore plus loin dans le temps, bien avant les cités romaines et toute forme d'écriture. Notre destination, les gorges d'Olduvai, dans le nord de la Tanzanie.
l'un des plus anciens sites archéologiques majeurs de la Terre. En 2025, des chercheurs étudiant la zone ont découvert quelque chose d'inattendu dans des sédiments anciens. Un ensemble d'outils fabriqués à partir d'os longs d'éléphants et d'hippopotames, datant d'environ 1,5 million d'années. Les scientifiques ont trouvé 27 outils en os, certains mesurant près de 38 cm, taillés en lames tranchantes. Les premiers humains les utilisaient très probablement sur des carcasses animales ou pour travailler des matériaux résistants. À première vue, il semble simple, mais il apparaît que les artisans les ont façonnés par percussion, le même procédé utilisé pour tailler les outils en pierre. La percussion consiste à frapper un matériau avec précision pour en détacher de petits éclats et former progressivement un tranchant. L'os se comporte très différemment de la pierre. Il contient du collagène, ce qui le rend légèrement souple et élastique. Si on frappe trop fort, il se brise de façon imprévisible. Trop doucement et rien ne se passe. Celui qui fabriquait ces outils comprenait donc le comportement du matériau. Il adaptait sa technique pour façonner l'os sans le détruire. Les archéologues pensent qu'Homo erectus, une espèce humaine primitive aux proportions corporelles proches des nôtres, a créé ces instruments. Il semble aussi que les artisans préféraient les os longs et épais, les parties les plus solides du squelette animal. Pour faire ce choix, il faut comprendre l'anatomie et la résistance des matériaux. Les ingénieurs d'aujourd'hui utilisent encore cette même logique pour choisir les matériaux de leurs machines. Quand on rassemble toutes ces découvertes, on constate que nos ancêtres ont conçu des systèmes, inventé des technologies, stocké des informations et joué à des jeux complexes bien avant l'apparition de la civilisation moderne. Nous ne sommes donc pas devenus intelligents du jour au lendemain. Nous construisons notre savoir depuis des dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les deux sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique.
Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bach-Plémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symbole des deux côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'Étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts.
Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. Nous sommes en 1898, et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool, et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau.
Il l'a testée dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un opart, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy
ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place, même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Est-ce que tu sais qui était Nikola Tesla? Tu as certainement entendu parler des grandes pyramides d'Égypte. Et si je te disais que Tesla a peut-être découvert l'ancien mystère qui entoure 16 pyramides? Pardon? Un mélange de science et d'archéologie? Et non. Il est fort probable que les pyramides ne soient pas si énigmatiques après tout. Mais tout d'abord, voici ce que nous savons sur les pyramides. Qu'ont-elles de si mystérieux? Ce ne sont que de vieux monuments bizarres, n'est-ce pas? L'une des plus grandes questions concerne leur construction. Certains pensent qu'elles furent bâties à la force du poignet et à la sueur du front, d'autres qu'une source d'énergie inconnue de l'homme moderne fut utilisée pour les ériger. Et si des extraterrestres nous avaient aidés? Probablement pas. Mais cette idée d'une mystérieuse énergie employée à l'édification des pyramides existe depuis très longtemps. Même dans les textes anciens, comme les textes des pyramides, il est dit « Les dieux nous ont donné de quoi construire une grande puissance. Il se peut donc que quelque chose d'incroyablement puissant ait participé à cette prouesse architecturale. Qui sait ?» Au début des années 1900, Tesla commença à s'intéresser aux grandes pyramides d'Égypte. Il lut de nombreux ouvrages sur ces antiques structures et fut époustouflé par la quantité d'énergie qu'elles semblaient dégager. À l'époque, peu de gens connaissaient l'électricité. Et notre scientifique se demanda si les pyramides ne cachèrent pas une technologie avancée. Il se dit que leur puissance pouvait être liée à l'électromagnétisme, et il consacra beaucoup de temps et d'efforts à tenter d'en savoir plus. Il avait des théories assez bizarres pour l'époque. Il pensait que les pyramides contenaient une charge électrique et qu'elles alimentaient en énergie les zones environnantes. Il croyait également que des cristaux étaient à la source de cette énergie. Selon lui, ces cristaux super puissants se trouvaient à l'intérieur des pyramides et pouvaient contrôler les champs électromagnétiques. Mais ce n'est pas tout. Tesla pensait également que les matériaux utilisés pour construire ces monuments avaient des propriétés leur permettant de capter l'énergie du soleil et de la lune, et pas seulement en petite quantité. Il pensait que les pyramides pouvaient créer un champ d'énergie assez puissant pour éclairer des villes entières et même illuminer des zones plongées dans l'obscurité. On les utilisait comme des sortes de centrales électriques géantes afin de produire de l'énergie et faire fonctionner des machines. Les pyramides étaient liées, d'après Tesla, à une énergie cosmique employée pour l'éveil spirituel et la guérison des maux. Plutôt New Age, n'est-ce pas? Ces hypothèses n'étaient pas d'origine fantaisiste. Il avait sérieusement étudié tous les documents disponibles sur les pyramides, des objets aux textes anciens en passant par les hiéroglyphes et les dessins. Et il en avait conclu que les pyramides avaient été conçues comme des amplificateurs d'énergie et aussi qu'une mystérieuse source d'énergie avait été utilisée pour les construire. Certains pensaient que Tesla n'était qu'un excentrique avec de folles théories. Mais ces idées ont eu un impact considérable sur la façon dont nous percevons les pyramides aujourd'hui. Depuis quelques années, des chercheurs et des universitaires étudient ces découvertes et les utilisent pour lever le voile sur certains des plus grands mystères qui entourent ces anciennes structures. Par exemple, des scientifiques ont récemment mené des expériences théoriques pour analyser comment la Grande Pyramide réagirait à certaines ondes radio. Ils ont découvert qu'elle pouvait capter les ondes radio d'une certaine longueur et faire ensuite converger leur énergie de ces salles à sa base. Les scientifiques ont effectué de nombreux calculs pour parvenir à cette conclusion. Ils ont d'abord réfléchi aux longueurs d'onde qui fonctionneraient le mieux. Ils ont ensuite modélisé la réaction de la pyramide à ces ondes et ils ont calculé la quantité d'énergie qui serait absorbée ou diffusée. Enfin, ils ont étudié comment l'énergie se déplacerait à l'intérieur de la pyramide une fois captée par la structure. Pour expliquer tout cela, ils ont employé ce que l'on appelle l'analyse multipolaire, qui consiste à décomposer un objet complexe en éléments simples.
Il est alors possible de voir comment chaque partie réagit à l'énergie. C'est un peu comme lorsqu'on défait un puzzle pour voir comment chaque pièce s'emboîte avec les autres. Les chercheurs s'intéressent à la manière dont tout cela pourra nous servir. Ils cherchent à fabriquer des particules capables de faire la même chose que les pyramides, mais avec de la lumière. En modifiant la taille, la forme et la matière de ces particules, ils peuvent contrôler la façon dont la lumière se déplace autour d'elles. Cela peut s'avérer très utile pour la fabrication de minuscules capteurs ou de cellules solaires très efficaces. Les scientifiques ont dû faire quelques suppositions au cours de leurs recherches. Ils ont imaginé qu'il n'y avait pas d'espace caché à l'intérieur des pyramides et que les matériaux utilisés pour les construire étaient tous identiques. Et ils sont ainsi parvenus à faire des découvertes assez impressionnantes. Mais son étude des pyramides n'est pas l'unique témoignage du génie hypermoderne de Tesla. Nombreuses sont ces théories qui paraissaient irréalistes à l'époque, mais que des scientifiques réévaluent aujourd'hui pour des applications pratiques. Parlons du projet le plus ambitieux de Tesla, la tour de Wardenclyffe. En 1900, Tesla était déjà un grand nom de l'ingénierie électrique en Amérique. Cette invention étonnante et le fait qu'il ait réussi à surpasser Thomas Edison dans la guerre des courants impressionnait les gens. Mais Tesla ne se reposa jamais sur ses lauriers. Il décida ensuite de se lancer dans son projet le plus ambitieux, la tour de transmission de Wardenclyffe. Construite entre 1901 et 1905, elle est fondée sur l'une des idées les plus révolutionnaires de Tesla. Il souhaitait rendre l'impossible possible en créant un système mondial de communication sans fil. Ce système utiliserait la Terre elle-même comme conducteur, transmettant de la musique, des informations, des rapports boursiers, des communications militaires sécurisées et même des images en fac-similé. Cela te rappelle quelque chose? Oui, cela ressemble à l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, mais sans aucun câble. Mais Tesla avait un rêve encore plus grand, transmettre de l'énergie sans fil. Il avait déjà prouvé qu'il était possible d'envoyer des signaux à haute fréquence grâce à son célèbre transformateur. Et par la suite, il fut obsédé par la transmission d'énergie sans fil. Sa vision était non seulement de transformer la façon dont nous communiquons, mais aussi de trouver un moyen de transférer des courants électriques à l'échelle mondiale en puisant dans l'énergie naturelle de la Terre. Tesla pensait qu'il existait une abondance d'énergie libre, tout autour de nous, et qu'elle pouvait être utilisée au profit de l'humanité. En 1899, il mena des expériences secrètes et fut convaincu qu'il était possible de transmettre de l'énergie électrique à travers la haute atmosphère terrestre. C'est ainsi que la tour de Wardenclyffe vit le jour. Elle était censée être la station prototype d'un réseau planétaire qui devait fournir de l'énergie sans fil au monde entier. Malheureusement, Tesla n'avait ni les ressources ni la confiance de ses investisseurs pour mener à bien ce projet. Il rencontra toutes sortes de problèmes financiers. Et en 1917, la tour inachevée fut finalement démolie et tout son matériel vendu afin de rembourser les dettes croissantes de notre génie. Aujourd'hui, elle nous rappelle tristement que les plus grands esprits ne parviennent pas toujours à réaliser leurs rêves. Cependant, le laboratoire de briques rouges est toujours là, le seul laboratoire de Tesla à avoir survécu. Un détail amusant. En 2017, une équipe de tournage a fait une découverte stupéfiante. Ils ont utilisé un géoradar pour explorer la zone autour de Wardenclyffe et ils ont trouvé toute une série de tunnels s'étendant sur des dizaines de mètres au-dessous du site. Personne ne sait exactement à quoi ils servaient, mais on pense qu'ils faisaient partie du grand projet de Tesla. Wardenclyffe est bien sûr un site important pour les fans du grand homme. Qui sait, peut-être quelqu'un parviendra-t-il un jour à percer le mystère de ces tunnels. Mais même si cela n'arrive jamais, l'héritage de Tesla continuera longtemps de nourrir l'imagination. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés,
dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction. Mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées.
C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué. Mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celles d'Égypte ressemblaient à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs.
un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquent leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne.
Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ses tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Chenet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djéser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djéser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djéser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante.
Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degrés de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degrés de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degrés de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé.
Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus ? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés ? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans.
lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant. La voie du buffle d'eau. Au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse, et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur, et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos, et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification,
qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps, et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pagis de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas?
Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Il s'avère que la grande pyramide de Gizeh pourrait être bien plus vieille qu'on ne le pense, genre plus de 20 000 ans, hein. C'est plus vieux que l'agriculture ou l'écriture. Alors qui a bâti des monuments aussi stupéfiants? Était-il seulement humain? Le chercheur italien Alberto Donini a basé son idée sur ce qu'on appelle la méthode de l'érosion relative. En bref, on regarde comment la pierre s'use avec le temps et on se dit « ouais, ce genre de dégâts prendrait bien plus que quelques millénaires ». Mais avant d'approfondir, voici un petit rappel sur les pyramides elles-mêmes. Les pyramides de Gizeh comptent parmi les plus anciennes structures géantes en pierre jamais construites par l'homme. 2 d'entre elles restent les plus hautes pyramides jamais bâties dans le monde antique. Et la grande pyramide de Khéops est la plus haute des 3. Il y a une autre raison pour laquelle cette grande pyramide est spéciale. C'est la seule des 7 merveilles originelles du monde antique qui soit encore debout aujourd'hui. Or, ces pyramides n'ont pas été construites d'un coup, en un instant, hein. Beaucoup de gens y ont travaillé sur plusieurs générations, et on peut voir leur progression au fil du temps. Les premières pyramides ont des erreurs, des angles bizarres et des problèmes de structure. Quant aux plus récentes, elles deviennent plus nettes et plus efficaces. On dirait que les bâtisseurs comprenaient les choses petit à petit. Chaque génération a résolu de nouveaux problèmes d'ingénierie et s'est améliorée. C'est comme les mises à jour d'un smartphone. Chaque nouvelle version est plus fluide et plus avancée. Cela nous amène aux grandes questions. Quel âge ont les pyramides? Et qui les a construites? Oh, et comment diable les gens ont-ils déplacé et empilé des pierres pesant autant que des camions sans machines modernes? Eh bien, jusqu'ici, nous avons des preuves assez solides sur la chronologie générale et les ouvriers impliqués. Mais les méthodes de construction exactes font encore débat, d'où le succès d'idées comme celle de la pyramide vieille de 20 000 ans. La plupart des historiens s'en tiennent à la datation traditionnelle, environ 4500 ans. Maintenant, revenons à la méthode de l'érosion relative. Le vent, la pluie, le chaud, le froid, tout cela ronge lentement la roche. Et plus une pierre reste dehors, plus elle s'abîme, comme un vieux trottoir qui a l'air bien plus rugueux qu'un tout neuf. Et la grande pyramide n'a pas toujours été rugueuse et brute. Elle était autrefois recouverte de calcaire blanc et lisse.
Mais après un gros séisme en 1303, les Égyptiens ont retiré les pierres extérieures pour reconstruire le Caire. C'est pourquoi certaines parties de la pyramide ne sont exposées aux intempéries que depuis environ 675 ans. À la base de la pyramide, il y a un dallage en calcaire. Une partie était cachée sous ces pierres de parement pendant des millénaires et n'a été exposée qu'après leur retrait. Juste à côté, il y a un dallage fait de la même pierre, mais qui est exposé depuis le jour où la pyramide a été bâtie. Ces durées d'exposition différentes transforment la pyramide en un véritable chronomètre naturel. En gros, Donini a examiné deux parties d'une même pierre, en posant une question simple. Si autant de dégâts ont eu lieu en 675 ans, combien de temps faudrait-il pour en causer autant? Pour obtenir la réponse, il n'a pas examiné qu'un seul endroit. Il a vérifié 12 endroits différents autour de la pyramide, car la pierre ne s'use pas uniformément partout. Certaines zones reçoivent plus de vent, d'autres sont plus exposées au soleil, et d'autres peuvent avoir de minuscules fissures qui accélèrent les choses. À cause de cela, les chiffres qu'il a obtenus étaient très différents. Certains points faisaient paraître la pyramide assez jeune. D'autres points la faisaient paraître incroyablement vieille. Alors, au lieu de choisir un seul chiffre, il en a fait la moyenne. Et en faisant cela, la moyenne est ressortie à environ 25 000 ans. Si cette estimation est un tant soit peu proche, cela signifierait que la pyramide a été bâtie bien plus tôt qu'on ne le pense, vers 23 000 avant notre ère. Maintenant, Donini ne prétend pas que ce soit une date exacte. Selon son analyse, il y a de fortes chances que la pyramide soit bien plus vieille que ce que l'on croit traditionnellement, mais ce n'est pas une garantie. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux experts soient en désaccord total avec cette théorie, ce qui la rend controversée. C'est là une excellente chose à propos de la science. Elle est basée sur des faits, pas sur ce qui est populaire à l'époque. Mais jetons un coup d'œil à l'intérieur de ces mystérieuses pyramides antiques. La Grande Pyramide est la plus ancienne des 3 célèbres pyramides de Gizeh et c'est aussi la plus grande. Elle a été construite comme tombeau pour le pharaon Khéops, qui a régné pendant la 4e dynastie égyptienne. Si vous avez déjà entendu le nom de Khéops, c'est juste la version grecque du nom de Khufu. En gros, c'est le même gars comme Robert contre Bob. Juste à côté de la Grande Pyramide, il y a 2 autres grandes pyramides. Ce n'étaient pas des projets faits au hasard. Elles ont été construites pour la famille de Khéops. Toutes 3 ont été construites pendant l'Ancien Empire égyptien, réparties sur 3 générations de souverains. On ne peut vraiment pas fixer de date exacte, car nous n'avons pas assez de preuves. Les historiens doivent reconstituer toute l'histoire à l'aide d'archives anciennes, d'inscriptions et de datations au carbone 14, comme assembler une chronologie à partir de notes à moitié brûlées et de reçus délavés. Un grand mystère est de savoir si chaque pharaon a vécu assez longtemps pour voir sa pyramide terminée. Ces projets étaient massifs et prenaient des années, voire des décennies. Il est fort possible que certaines pyramides aient été achevées par le souverain suivant après le décès du pharaon d'origine. La Grande Pyramide elle-même a probablement été construite environ 100 ans après une précédente, qui était une pyramide à degrés. C'était une sorte de prototype qui a aidé les bâtisseurs égyptiens à comprendre comment passer de marches empilées à des géants aux parois lisses. Mais comment ont-ils réellement réussi cela ? Parce qu'empiler des millions de rochers géants en une pyramide parfaitement formée n'est pas quelque chose que l'on fait quand on s'ennuie. Première chose à considérer, personne ne l'avait vraiment fait auparavant. La pyramide plus ancienne ressemblait davantage à un escalier de pierre géant. C'est génial, mais c'est vraiment très différent. Les pyramides de Gizeh, c'était d'un tout autre niveau. C'est comme passer de la construction d'un simple abri de jardin à celle d'un gratte-ciel et réussir d'une manière ou d'une autre sans tout gâcher. D'une part, l'Égypte ancienne s'en sortait plutôt bien à cette époque-là. Chaque année, le Nil débordait et quand l'eau se retirait enfin, elle laissait derrière elle un sol qui était devenu super fertile. En résumé, ils avaient assez de nourriture pour nourrir une main-d'œuvre massive. Ce surplus alimentaire a financé les pyramides. Les dirigeants ont organisé l'agriculture efficacement et ont utilisé ces stocks pour subvenir aux besoins de milliers et de milliers d'ouvriers. Côté ouvriers, certains travaillaient sur les pyramides à plein temps. D'autres étaient des agriculteurs venant en renfort hors des travaux des champs. Certains payaient leurs impôts par ce labeur pour le pharaon. De plus, des notes prouvent une planification quotidienne intense. Pendant la saison humide, les Égyptiens utilisaient des bateaux à fond plein pour faire flotter les pierres lourdes plus près du site au lieu de devoir tout traîner sur la terre ferme. Le fleuve se chargeait donc d'une grande partie du travail le plus lourd et le plus difficile. Le défi était de faire monter ces pierres massives au sommet. Impossible de soulever un rocher de plusieurs tonnes au-dessus de sa tête et espérer que ça tienne.
l'échec serait fatal. Les bâtisseurs ont dû utiliser des rampes. Mais si vous construisez une seule longue rampe droite depuis le sol jusqu'au sommet de la pyramide, cette rampe serait si énorme qu'elle ressemblerait à une autre pyramide. Genre, félicitations, vous avez construit la mauvaise pyramide en premier. C'est pourquoi les gens ont fini par proposer d'autres idées. Peut-être que la rampe s'enroulait autour de l'extérieur, montant en spirale comme dans un parking. Ou peut-être que la rampe était cachée à l'intérieur de la pyramide, ce qui semble cool et mystérieux, mais il n'y a pas encore de preuves vraiment solides pour cela. Ce qui a beaucoup aidé, c'est la découverte d'une ancienne carrière de pierre appelée Atnub, datant de la même période. Des archéologues ont trouvé un système de rampe super raide que tout le monde pensait être totalement impossible auparavant. Il y avait des trous pour des poteaux en bois sur les côtés, et les ouvriers utilisaient probablement des cordes et des traîneaux pour traîner d'énormes blocs de pierre vers le haut. Imaginez un groupe de personnes tirant un traîneau tout en enroulant des cordes autour de poteaux pour obtenir une force de levier supplémentaire. Comme des athlètes de l'Antiquité en pleine séance de jambes, jour après jour. Si les bâtisseurs utilisaient cela, les rampes n'avaient pas besoin d'être aussi massives. Elles pouvaient être plus courtes et bien plus raides. Quoi qu'il en soit, le mystère de la construction des pyramides est encore loin d'être résolu. Peut-être qu'un jour, quelqu'un finira par découvrir le fin mot de toute cette histoire.